Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une interview. Interview de... Je peux dire ton prénom? Ah oui, 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 vas-y, donc y a pas de Yvette. problème. Yvette, c'est ça? Donc présidente et fondatrice des polémistes français, LPF, et présidente du Conseil national. Donc je te laisse te présenter toi et l'organisation. Eh ben, je suis une quarantenaire, hein. Comme tu as dit, mon prénom c'est Yvette. Et en fait, j'ai eu, on va dire, il y a environ un an et demi, parce que ça s'est très très vite développé, l'idée de créer le projet d'ouvrir le serveur, de faire un groupement qui allait s'appeler plus tard les polémistes français, parce qu'il s'appelait Polémique au début. Parce que dès que tu ne penses pas correctement dans la ligne progressiste, ça devient tout de suite polémique. Et bien sûr. On a l'incapacité d'avoir le droit de penser autrement que dans cette ligne-là. Donc je trouvais déjà qu'à l'époque, le terme polémique tenait bien. Hein, c'était parfait pour incarner le contresens que je prenais. Et après, par la suite, j'ai rencontré d'autres groupements. On va dire, j'ai fait mon petit chemin. Et en faisant mon petit chemin, j'ai fait une fusion avec un autre groupement qui s'appelait la Résistance française. Oui. Malheureusement, on va dire de la fusion, il n'en est pas resté grand-chose. Ça m'a chagriné profondément, d'une certaine manière. Mais bon, c'est la vie, hein, on peut pas faire grand chose, hein, malheureusement. Et ah oui, quand ça marche pas, hein. Faut juste continuer. Voilà, et moi ce que je voulais c'était vraiment refaire quelque chose de beaucoup plus gros, encore plus évolué. Bon, bah ça a été beaucoup plus évolué au final, hein, le modèle que j'ai obtenu à la fin, mais ça a été malheureux, ça n'a pas eu l'impact que j'espérais à la base. Voilà. Et c'était très dommage parce qu'au final, il n'y a pas eu beaucoup de membres qui est resté. La motivation, tout ça, c'est très difficile, surtout quand tu as beaucoup d'étudiants, quoi, en fait. Hein. Ouais, bien C'était sûr. principalement des jeunes étudiants et ça a claqué en route, on va dire. Hein. C'est assez compliqué pour un jeune étudiant de pouvoir s'engager comme il le faut. Donc, j'ai pas tenu rigueur à tout le monde, ça servait à rien de toute façon. Donc il y a eu la naissance des polémistes français, je les ai bien développés, malgré le fait qu'en tant que femme à droite et qui ne se revendique pas féministe, je me retrouve avec un amas gauchiste qui s'amuse à taper sur du sucre. Donc c'est pas qui aide beaucoup, et sans parler qu'il y a un amas de trolls à droite, malheureusement, hein. Une droite, une fange raciste de droite, hein. Parce que bon, on en a qui vont dire que c'est l'extrême droite. Non, 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 une droite ordinaire raciste, ça existe. Hein. Il n'y a pas besoin d'être à l'extrême droite pour la trouver. Hein. Donc, à cause de mes origines métisses, que je me suis retrouvé en face de cette droite-là raciste. Donc, malgré tous ces obstacles, j'ai quand même réussi, il n'y a pas très longtemps, à croiser la route d'Alexandre, qui est, lui, pour sa part, le fondateur de la Ligue française. Qu'on a présenté, nous, sur le média il y a pas si longtemps que ça, en plus, la Ligue française. Voilà. Et mais comment peut-on expliquer ça? Ça a été un coup de foudre, comment pourrait-on appeler ça? Un coup de foudre idéologique. Voilà. On s'est tout de suite très bien entendu. On a vite eu une opinion qui concordait, une ligne très semblable, et on s'est tout de suite retrouvé surtout sur le fait qu'on n'était pas tendre. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas tendre avec la droite molle, je ne suis pas tendre avec une droite raciste, je ne suis pas tendre avec une droite idiote. Celle qui n'arrête pas de dire « Oh, mais tout ça n'est qu'un effet de mode, ça finira par passer. » Voilà. On avait tous les deux ce même côté, on va dire, très, très punchy et surtout autoritaire, à ne pas accepter ce genre de choses, parce qu'on a compris que d'accepter ce genre de choses, non seulement ça nous
ça nous détruit. Ça va assez loin, on va dire. Ça va assez loin parce qu'on se retrouve dans une position de faiblesse où on voit la gauche et le progressisme se développer, nous pondre tous les 36 du mois des théories, nous affaiblir, nous condamner quasiment au silence, parce que maintenant ils ont plus peur d'aller dans les universités, menacer les gens de violences corporelles, de menaces de mort ou de les brûler à l'essence, s'ils ont le malheur de dire le contraire de ce qu'eux veulent. Pourtant c'est des minorités, mais le problème c'est des minorités ultra-violentes. Et on se retrouve petit à petit privé d'un droit d'expression, volontairement, parce que toute la droite a dit pendant des années en voulant jouer le paternaliste, la matriarque ultra... vous voyez, je suis mature, moi. Non, c'est pas de la maturité de laisser dire des cons. Laisser proliférer les cons, c'est pas de la maturité. Parce que quand t'es mature, tu laisses pas proliférer les cons. Et là, ça a été là où était le problème. Pendant tout un temps, la droite a voulu se montrer hyper mature, hyper adulte, et laisser proliférer des choses qui n'étaient pas un effet de mode. Parce qu'on peut bien se rendre compte aujourd'hui, c'est pas un effet de mode. On n'est pas un. Donc il y a eu vraiment un coup de foudre idéologique entre moi et Alexandre, et c'est pour ça qu'on a décidé d'une fusion. Et cette fusion, je pense qu'on peut développer légèrement ce point. Il a donné un groupe dont tu es la présidente également, qui est le Conseil national. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce groupement en fait de plusieurs organisations justement que tu diriges? Et alors le Conseil national, Alexandre l'a monté quelques temps après la fusion qu'on a eue. Par la suite, j'ai même créé le logo parce que je suis quelqu'un qui est autodidacte et qui a une espèce de couteau suisse, hein, on va dire d'une certaine manière. Et en bon couteau suisse, j'ai créé le logo du Conseil national avec, on va dire, l'aval d'Alexandre, parce qu'on travaille tous les deux ensemble en se disant tout. Et en faisant le Conseil national, notre but en fait, c'est de regrouper plusieurs, on va dire, plusieurs communautés nationalistes comme nous, patriotes, nationalistes, sous un même étendard, réussir à avancer et fédérer les forces. Parce que tant qu'on va rester dispersés, on n'arrivera rien à faire de bon, rien du tout. Et malheureusement, avec le temps, on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls, il y en a plein d'autres. Moi personnellement, j'en connais un bien avant que le Conseil national existe, c'était l'Union souverainiste française. Là, j'en ai encore rencontré un autre qui s'appelle, alors attends que je retrouve le nom, l'Union française. En fait, il y a énormément de petits, on va dire, de petites tentatives de regroupement qui se font, mais voilà, avec le cas, avec Alexandre, on va dire, parce que lui et moi, on travaille conjointement, comme je l'explique, on ne travaille pas l'un sans l'autre. Donc, il a fait une charte, il m'a fait lire, j'ai approuvé la charte qu'il a faite, l'espèce de règlement et ligne de conduite. Oui. C'était vraiment ce qui manquait, parce que tous ces groupements, toutes ces tentatives de regroupement ne bénéficient pas de ça. Avec Alexandre, on bénéficie d'une charte où, en fait, chaque communauté sera protégée par cette règle. Parce que c'est de la non-agression, c'est un travail conjoint et mutuel, c'est des partenariats et des alliances où, mutuellement, on est interdit de se faire du mal. Il n'y a pas de droit d'OPA, comment on va dire, hostile sur le fait de l'autre va vouloir manger l'autre parce qu'il va légitimer qu'il est plus gros que l'autre et qu'en conséquent, il peut se le permettre. Il y a vraiment une protection qui est derrière, qui permet à tout le monde de travailler en bonne intelligence, et vraiment c'est ce qui va faire la différence au Conseil national. Et malgré le fait que je suis la présidente, je continue quand même, on va dire, d'avoir Alexandre derrière, parce qu'on travaille tous les deux ensemble dans le domaine, et vraiment la charte qu'il a fait et que j'ai approuvé derrière, vraiment a été vraiment le plus
qui va faire la différence avec notre groupement. Et j'espère que ça va faire boule de neige. Mais pour le moment, on y va doucement, comme je l'ai expliqué à Alexandre, parce que Alexandre aimerait que ça va un peu plus vite. Moi, personnellement, je préfère y aller doucement, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un petit groupement qui naît, mais demain, il peut fermer les portes. Parce que ces petits groupements, en fait, sont très souvent sous l'impulsion de jeunes, des étudiants et tout, et malheureusement, la vie d'un étudiant à l'heure actuelle n'est pas facile. Donc, il peut ouvrir un groupement aujourd'hui, et demain, ne plus pouvoir s'en occuper. Donc, je préfère prendre le temps, aller sur les serveurs des petits groupements, étudier comment ça se passe, et après je leur propose de venir rejoindre le Conseil national. C'est comme ça que je fonctionne, personnellement. Bien sûr, mais tu as raison. Et puis moi j'ai la chance de suivre cette évolution-là, puisque j'étais, en fait, même pareil, j'étais là avec Alexandre, je communiquais avec lui un petit peu déjà avant que le Conseil national existe, et donc j'ai vu grandir et je vois grandir ce Conseil national. Et j'ai la chance d'en faire partie, et je rappelle que le Média Patriote fait partie de ce Conseil national et fait des projets en partenariat avec tout le monde. Et pour développer un peu par rapport à la fusion qu'il y a eu avec la Ligue française, bientôt, on va dire, les polémistes français disparaîtront tout doucement pour intégrer définitivement la Ligue française. Où j'ai pris les fonctions de triarque de la partie Comarchi. Oui, j'ai pu observer ça, et tu fais bien de le préciser. Donc je pense qu'on a fait le tour pour te présenter et présenter l'organisation ainsi que le Conseil national. Si tu as des choses à rajouter ou c'est bon ? C'est bon. C'est bon ? Ok, donc on va passer à la suite. Du coup, on abandonne un petit peu le Conseil national, puisqu'on l'a déjà bien présenté. Je t'invite à maintenant passer sur des questions sur les polémistes français. Voilà. Et donc, du coup, je voulais savoir quelle était en fait votre ligne politique, puisque tu as dit que tu étais très proche de celle de la Ligue française, donc je te laisse la parole. C'est pas compliqué, ma ligne politique, c'est la droite du peuple, la droite populaire. Et le problème, c'est que quand les gens entendent ça, ils pensent le capitalisme, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il existe une droite du travail, une droite de la personne qui se lève tôt le matin, le boulanger, le pâtissier, le boucher, couturière, tous ces petits métiers-là, qui sont une droite populaire, qui, elle, ne va pas compter ses sous à la banque tous les 5 minutes comme un banquier. Non, c'est pas des banquiers, c'est pas des boursiers. Ce sont des personnes qui vivent de leur travail. Et en même temps, comment expliquer ça ? Dans cette droite populaire, dans cette droite du peuple, il y a aussi la place de la femme. La femme, où elle n'est pas éduquée, est une victime. Où la femme est une femme patriote, forte, qui s'impose, qui a son destin en main et qui sait contrôler son domaine. Et quand je parle de domaine, c'est domaine. C'est une femme qui va être... comment pourrait-on expliquer ce profil ? Parce que la problématique, c'est qu'une personne de gauche ne pourra pas comprendre ce profil de féminin. C'est la femme patriotique, c'est la femme nationaliste, c'est la femme qui n'en a rien à foutre d'être gentille. Elle s'en fout. Son domaine, son territoire, c'est chez elle, et on ne doit pas y toucher. Elle a ses habitudes, faut pas y toucher. Donc la place, pays, c'est son pays. La femme en fait a une place forte dans votre ligne politique en fait. Voilà, la femme a une place forte dans la ligne politique. C'est comment expliquer ça ? En temps normal, on te met sans arrêt. En fait, c'est un peu dans le genre de Jean-Marie Le Pen, en fait, dans une certaine manière. Hein. Parce que regarde bien, là, Jean-Marie Le Pen, quelle image forte qu'il a. L'image forte qu'il représente toujours et qu'il prend, c'est Jeanne d'Arc. C'est pas l'image d'un homme, c'est l'image d'une femme. Et moi, dans mon cas, c'est pas Jeanne d'Arc. Hein. Je prends pas du tout Jeanne d'Arc comme étendard, moi, personnellement. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans ma ligne de la fameuse droite populaire et dans cette droite du peuple, la femme a une place intégrante dedans. Par son patriotisme, son côté guerrier et son côté politiquement incorrect, elle s'en fiche de tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est maintenir son territoire. Le reste, elle s'en fout. Il n'y a pas d'obligation morale pour cette femme-là d'être pro-migrant, d'être
pro-ceci ou pro-vegan ou autre chose. Elle s'en fout de ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est tenir les rênes. Et sur des questions de type économique, notamment, je pense à ça. Est-ce que vous avez une certaine ligne politique ou est-ce que vous n'y avez pas tellement réfléchi? Économiquement parlant, on me traite très souvent de nazi pour la bonne et simple raison que je suis pour une nationalisation pleine et entière de tous les secteurs clés économiques, énergétiques et industriels, c'est-à-dire la métallurgie, la construction d'automobiles, tout ce genre de choses. Pour moi, ça doit rentrer dans le giron de l'État. D'accord. On me dit souvent, oui, mais l'État est un mauvais chef d'entreprise. Mais je dis, l'État est un mauvais chef d'entreprise parce que vous n'avez pas la bonne personne pour gérer. Si vous aviez le bon chef d'entreprise au sein de l'État pour gérer en dessous, ça pose pas de problème. Et donc après, par rapport à cette ligne politique également, il y a un dernier point que je voudrais aborder. Ce serait celui de la relation que vous auriez avec l'étranger, par exemple les relations étrangères. Les relations étrangères, déjà comment expliquer ça? Parce qu'en fait c'est une ouverture et une fermeture en même temps. Une ouverture sur le point de vue qu'il faudrait développer davantage l'usage de la langue française dans le monde. Oui. Ça veut dire faire en sorte que la langue française dépasse les barrières et réussisse à faire reculer l'anglophone. Déjà d'une, pour moi. Après, mais j'en ai rien à foutre en fait de ce qui se passe chez le voisin. Et quand je dis j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. À l'heure actuelle, moi je ne le cache pas, au Mali, en Afrique, tout ça, mais je m'en cogne. On n'a pas à avoir de soldats qui va là-bas. On n'a pas à avoir des soldats qui meurent là-bas. Les Russes, ils ont envie d'y aller, de se faire payer des mercenaires russes. Mais qu'ils y vont. Moi, ça me dérange pas du tout que les Russes y vont. Mais qu'on arrête d'envoyer des Français au casse-pipe. Si les Russes sont capables de gérer la situation là-bas, mais qu'on les laisse faire. Mais qu'on arrête d'envoyer des soldats français inutilement là-bas. Ça sert à rien. Surtout pour qu'au final, qu'est-ce qu'on a? Des manifestations de Maliens qui s'amusent à nous dire rendez-nous notre pays, on en a marre de l'occupation française. Non mais attends une minute, on est juste là pour s'occuper de tes terroristes en fait. Ah ben non, c'est de l'occupation. C'est des vols, c'est soi-disant on les pille et compagnie. Mais faut arrêter. Moi je l'ai toujours dit, le cas de l'Afrique, je donne l'Afrique en exemple, hein. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Le cas de l'Afrique, il faudra un jour que la France se décide. Soit on abandonne définitivement l'Afrique, on met une croix dessus et on n'y va plus, on arrête totalement, c'est plus la peine de verser du pognon là-bas, faut arrêter. Des fois, avec l'Afrique, on a l'impression que depuis la colonisation, c'est comme dans l'islam. On a une femme qu'on a divorcé avec et on lui verse une pension, une dot à vie. J'ai l'impression qu'avec l'Afrique, la France, comme elle l'a eu en colonisation pendant des années, maintenant ce soit une obligation de lui verser une dot. Ben non, c'est pas une femme avec qui on a divorcé. Faut arrêter de donner une dot à l'Afrique. Faut enfin abandonner l'Afrique une bonne fois pour toutes. Et la laisser à son avenir elle-même. Si elle se développe pas, elle se développera pas. Si elle se développe, ben tant mieux pour elle. Mais il faudra à un moment ou à un autre choisir. On peut pas continuer comme ça. On peut pas faire de l'interventionnisme dans des pays qui ne veulent pas de nous. Il y a des limites. Donc non. Moi personnellement, j'ai une ligne assez dure de ce côté-là. Moi, je suis une personne plutôt isolationniste, on va dire, par ce biais-là, parce que ça ne m'intéresse pas d'aller m'occuper de ce qui se passe dans le frigo du voisin. Moi, mon frigo me suffit, j'ai pas envie d'aller regarder l'autre. C'est pas mon problème, c'est le sien. Ensuite, sur les valeurs et les principes que défendent justement ton organisation, quelles sont-elles? Oh bah alors là, ça va vite être résumé. Certaines personnes vont encore m'appeler la nazie, c'est la famille, le travail. Comment on va expliquer ça? La famille, le travail, la patrie, la communauté nationale. Alors quand je parle de communauté nationale, d'une certaine manière, je parle en même temps de foi. Parce que pour réussir à faire communauté, il faut une foi. Pas forcément la foi en Dieu, hein. Attention, hein. Mais il y a une foi en la nation, il faut.
foi en la nation. Et si on n'a pas une foi en la nation, t'as pas de projet commun, t'as pas de nation, t'as pas une communauté nationale. On n'a pas. T'as juste une communauté éclatée en 300-400 communautés, et au final, t'as rien. Voilà. Moi, je suis pour la famille, la patrie, le travail, et une communauté nationale forte. Et une communauté nationale forte sans foi, t'en as pas. Une vraie foi en la nation, c'est que ça qui donne une communauté nationale. Si t'en as pas, il n'y a rien derrière. Bien sûr. Ensuite, quel personnage vous soutiendrez avec votre organisation? En fait, je soutiens personne à la base. Hein. Je soutiens personne parce que je suis une personne de... Comment on va dire il y a Kant qui disait que quant à la foi, ce qui compte le plus, c'est comment tu te comportes. Pas que tu vas à l'église tous les dimanches, pas que tu t'amuses à faire tes Eva Maria 50 fois par jour pour dire que tu as été un bon chrétien, pas que tu vas bouffer ton hostie juste pour te vanter, vous voyez, j'ai mangé mon hostie, hein, je suis un bon chrétien. Ou alors, tu vas manger halal ou cachère, ou tu t'amuses à aller à la mosquée 5 fois par jour ou faire ta prière 5 fois par jour. Tout ça pour dire que tu as été un bon musulman. C'est pas ça. Et avant tout, avoir la foi et faire ce qu'il faut quand il le faut. Non pas parce que tu vas le faire par fétichisme, et parce que tu vas le faire par conviction. Voilà. Et moi, au niveau de la politique, je suis de la même, j'ai la même veine, politiquement parlant. C'est-à-dire, je vais soutenir personne et observer ce que ces gens-là sont capables de faire, qu'ils sont capables de proposer. Et le moment venu pour voter, je vote. Et je ferai un soutien éventuellement le moment venu. Et pour l'instant, je soutiens personne. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faudrait rejoindre du coup les polémistes français et du coup maintenant ça sera inclus dans la Ligue française. Mais en gros, pourquoi est-ce qu'il faudrait vous rejoindre vous absolument? Simplement parce que déjà comment expliquer ça d'une manière assez simple, parce que j'ai pas envie de me perdre non plus en grosse philosophie. À la Ligue française, l'équipe déjà est éclectique. Alors quand je dis éclectique, part sur la base qu'il y a Alexandre et moi déjà, et puis l'autre Alexandre, hein, il y a plusieurs Alexandres. On est déjà à 2 triarques et Alexandre en tant que chef. On s'entend très bien. On a un projet valable. Alors quand je parle d'un projet valable, ça veut dire que nous avons su, et Alexandre surtout a su organiser les choses de manière à ce que tout le monde puisse mettre en avant ses compétences, ses convictions, et tout ça dans un respect de la loi, et tout ça dans un respect de la légalité, et dans le respect de chacun aussi, de chaque membre. On a également un avantage précieux, c'est que il y a la place d'une droite populaire, d'une droite féminine qui veut se redévelopper. Malheureusement, à l'heure actuelle, en dehors de Valérie Pécresse qui nous raconte beaucoup de conneries, et de Marine Le Pen qui est plombée à l'heure actuelle énormément, et puis qui fait partie des très peu d'un nombre vraiment minimal, hein, comme femme dans le domaine de la droite, et malheureusement la classe à l'extrême droite, avec la Marion Maréchal, avec sa nièce, nous bénéficions, on va dire, d'un côté féminin et d'une tentative de faire revenir les femmes de cette droite populaire dans notre giron. Il y a une place pour la femme chez nous, une vraie place, et chez nous on ne prend personne pour des idiots. Il n'y a pas d'instant où on va dire à une personne, peut-être parce qu'elle sera peut-être moins cultivée en histoire qu'un autre, qu'elle n'est pas capable de faire partie de chez nous parce qu'elle n'aurait pas les grandes capacités intellectuelles qu'on attend d'elle.
Non, nous, on est une organisation qui prône le rassemblement du peuple, tout simplement. On prône le rassemblement du peuple sans prendre personne de haut, que ça va du petit ouvrier camionneur, en passant même par un éboueur, où on pourra aller à une secrétaire, ou même une aide-soignante ou une femme de ménage. On s'en fout, nous. Nous, on sait que tout le monde a quelque chose à apporter. Bien sûr. Tout le monde a quelque chose à apporter, quel que soit son rang, son travail. Et on sait que le petit boucher du coin a tout aussi dur à vivre que le pâtissier ou le boulanger, parce qu'il compte le moindre centime des cotisations et autres qu'il est obligé de payer tous les mois. On sait que ce n'est pas des capitalistes. On a une conscience chez nous, non seulement du travail, de son coût, de sa dureté, des petites TPE, des petites PME. On a une conscience que chaque personne est importante, quel que soit son rang et son niveau d'études. On ne salit pas les gens chez nous. On ne va pas aller faire « Oh, bah c'est bon, t'as pas ton niveau, t'as pas fait l'université, ah, t'as pas de diplôme, ah, t'as que ça conforme. » Non, chez nous, ça n'existe pas, parce que tout le monde est important. Et chez nous, comme je l'ai répondu, l'avantage, c'est que même la femme a un retour, on va dire, aux sources, où cette fameuse droite populaire qui est portée beaucoup par les femmes, hein, parce qu'il faut se rendre compte que beaucoup à droite, les femmes portent beaucoup, on va dire le pantalon, mais un statut de chef de famille secondaire, peut-être, même peut-être principal, aussi, également. Tout ça pour dire que on a beaucoup de choses à offrir. Des vrais projets, parce que quand je parle de projets, à l'heure actuelle, nous avons par exemple un projet où on étudie à l'heure actuelle le wokisme, mais pas sous les angles qu'on trouve à l'heure actuelle. On étudie ça d'une manière beaucoup plus de terrain, on va dire. Pas dans les facs, hein, mais dans vraiment la position de terrain, où on est en train d'étudier en France et non pas aux États-Unis, hein, parce qu'aux États-Unis, ça sert à rien d'étudier le wokisme pour le moment. On doit voir ce qui se passe en France. Et c'est en France, à l'heure actuelle, qu'il faut vérifier l'impact que cela donne sur notre liberté d'expression, sur notre liberté de pouvoir dire ou ne pas dire telle ou telle chose. Voilà. Ce projet-là qu'on est en train de travailler avec le serveur du groupement de jeunesse patriotique française. On est en train de bosser avec eux là-dessus. De l'autre côté, moi personnellement, je travaille sur le fait de comment on va pouvoir expliquer ça aussi, de pouvoir rapporter les traditions françaises, occidentales et chrétiennes sur le devant de la scène et montrer, contrairement à ce que la gauche progressiste woke n'arrête pas de répéter sans cesse, ben si c'est inclusif, si il y a un roman national derrière, mais pas seulement un roman, une foi de communauté nationale derrière les vieilles traditions. Là, je travaille sur le projet, par exemple, d'un petit ouvrage qui sera un pack très spécifique qui sortira définitivement pour l'année prochaine, parce que malheureusement cette année, quand le projet est né, ça a été un peu tardif et c'était beaucoup de travail. Qui va s'appeler Avant Noël, en jouant sur le terme de la fameuse fête de l'Avent, qui va jusqu'au Noël. Voilà. Et où on va ressortir des anecdotes, des dictons, des traditions, des superstitions, des recettes de cuisine, loin du capitalisme, tout ça, où vraiment ce sera du bas coût, économique, où il n'y aura pas d'alcool, parce que bon, quand on voit des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui s'amusent à nous sous-entendre, quand on voit certaines de ces vieilles interviews que occidental chrétien veut dire alcoolo, ça fait un peu beaucoup quand même. Et quand on voit que, toujours dans la même veine, occidental chrétien veut dire manger du porc, moi je connais des chrétiens qui n'ont jamais bouffé de porc de leur vie. Moi j'en connais, hein. On juste dit non, désolé, mais j'aime pas ça. Voilà. Ah, mais non, mais quand on écoute des gens tels que Mélenchon, la France Insoumise et bien d'autres, bon ben, occidental chrétien, français, ça veut dire porc et alcool. Voilà. C'est fantastique. Donc, à travers ce petit ouvrage qui sortira pour l'année prochaine, vraiment, il y aura un retour aux sources des vieilles traditions et surtout
la mise en avant du fait que, ben non, hein, occidental, chrétien, français, catholique, tout ça, non, c'est pas forcément synonyme d'alcool et de porc, hein. Et c'est beaucoup plus inclusif qu'on l'imagine. C'est vraiment une tentative de fond une communauté nationale. C'est vraiment un ciment, une fête commune. Voilà. Donc, vraiment, on travaille sur des projets concrets. Je vois ça, et bon, mais les gens après ça ne peuvent que venir vous rejoindre, ou en tout cas vous contacter alors. Je l'espère bien, j'espère que ça va rendre des gens enthousiastes et qui vont avoir envie de venir participer. Mais j'espère également. Comme je l'ai dit, en même temps de l'autre, on travaille aussi à la planification d'un programme politique réaliste. Ça va prendre un peu de temps, il y aura des suggestions, il y aura la possibilité de pouvoir dire son mot. Et en fait, on cherche un consensus, quelque chose d'efficace, qui répond réellement à tous les pans problématiques de la société française. C'est pas juste l'immigration, c'est pas juste l'économie, mais c'est tout. On parle d'un ensemble, on parle de tout. On va rien laisser au hasard. C'est-à-dire que ça va de la pêche en passant par l'agriculture, l'élevage ou même les maraîchers. Ça va passer par les cas des prisons et de la justice. Ça va aller dans le domaine hospitalier. Ça va aller dans le domaine de l'éducation et de la prévention santé. Parce que je vais partir sur un vieil exemple tout bête, tout con. À la sortie de la Première Guerre mondiale, les enfants à cette époque-là avaient un suivi médical directement à l'école où on leur donnait une cuillère à soupe tous les matins d'huile de foie de morue pour préserver la santé des jeunes après la guerre. Et contrairement à ce qu'on imagine, il avait un bon suivi santé malgré ça. Et les enfants qui ont bénéficié de ça à l'époque ont eu une bonne santé grâce à ça. Parce que l'État les venait jusque dans les écoles pour les soigner, pour soutenir la jeunesse qui restait. Parce qu'il n'y avait plus beaucoup de monde en France, ça avait fait un gros nettoyage. Sans compter la grippe espagnole qu'il y avait eu derrière. À ce moment-là, l'État français avait une vraie pulsion que celle de vouloir protéger sa jeunesse. De faire une prévention santé en commençant par la partie de la vie la plus fragile, et aussi la plus importante pour le capital santé, quand on est enfant. Bien Donc, sûr. Vraiment, on a une idée de programme politique qui s'attaque à tous les pans de la société. Alors, ensuite, si tu pouvais résumer l'organisation en une citation, laquelle serait-elle ? Oh là là. Tu m'en poses une colle. Tu peux ne pas répondre, c'est pas, je t'en voudrais pas, franchement, elle est... Oh non, mais le problème, c'est qu'il y a une citation qui m'arrive en tête, mais elle est guerrière au dernier degré, donc ça va me dynamiter, mais c'est pas grave. Hein. Il y en a qui vont dire, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. C'est si tu veux la paix, prépare la guerre. Tout est dit, tout est dit. Voilà. D'accord, alors ensuite... Donc tu as dit que l'organisation des polémistes français allait se lier à la Ligue française. Mais je garde quand même cette question qui est: comment vois-tu justement l'évolution de l'organisation dans 1 et 5 ans ? Là déjà, là, dans moins d'1 an, de toute façon, on aura terminé totalement la fusion avec la Ligue. Et puis après, on va dire d'ici là, avec la Ligue, de toute façon, parce que là, en ce moment, Alexandre est assez occupé, mais on commence déjà à parler pour établir des statuts associatifs, loi 1901, but non lucratif, pour la Ligue. Une fois que ce sera fait, bon, on passera, on va dire, en système, parce qu'il y a un numéro de sirène après spécial pour les associations, loi 1901. Oui. Parce que dès l'instant où tu veux faire un peu de vente ou autre chose, il faut que tu passes un numéro de sirène spécial. On va commencer à créer, on va dire, un système de revenus et de vente pour réussir à alimenter les caisses de la Ligue. Voilà. Parce qu'il faut qu'elle réussisse à s'autofinancer quand même au bout d'un moment.
on veut pouvoir financer des projets de grosse ampleur, mais comme je t'ai expliqué, la nature des projets, c'est vraiment quelque chose de très important, tout en restant dans la légalité totale, parce qu'on est dans une ligne vraiment où on sait, contrairement aux autres, on a vraiment cet avantage-là de vouloir rester, on va dire, pacifiste, de vouloir rester, on va dire, sur une ligne intelligente et ne pas vouloir de débordement, en fait. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc on est en train de se développer pour créer un modèle qui va permettre à la Ligue de se développer. Déjà en tant qu'association loi 1900 à but non lucratif et réussir à la faire tourner de cette manière-là pour mettre en avant nos projets et les financer. Parce que par exemple, ce qui aurait été très bien, c'est de pouvoir imprimer le fameux petit ouvrage que nous sommes en train de faire pour l'avant Noël. Mais pour faire ça, il faut des finances. Ouais, bien sûr. Donc, dans les 1 an, on va certainement faire l'ouverture de ça, de l'association pour les fonds, parce que ça coûte 60 € quand même pour faire une association. Donc, on va rassembler les fonds pour l'association. Une fois que les statuts seront établis, posés en préfecture, parce que maintenant, c'est même plus la préf. Je crois c'est une autre organisation maintenant qui s'en occupe. Un bureau détaché de la préfecture. Avant, c'était en préfecture que ça se faisait. Mais bon, ça a encore changé, donc... Et une fois qu'on aura les statuts, le numéro de siret, que le modèle commencera à démarrer, on pense partir sur un parti politique. Après d'avoir fait valider les comptes de l'association. Parce qu'il faut faire valider les comptes de l'association par un commissaire aux comptes, un comptable commissaire aux comptes spécialisé dans le domaine. Et une fois que ce sera fait, on pourra on pourra passer en parti politique. Bien sûr. Et ça faudra attendre certainement dans les... Ça, ce sera pas dans les 1 an, mais ça, ce sera forcément dans les 2 ans, 2 ou 3 ans. Voilà. D'accord. Maintenant, quels sont les problèmes qui te préoccupent le plus aujourd'hui en France ? Les problèmes qui me préoccupent le plus, alors là, ça va certainement étonner beaucoup de monde, mais c'est le pouvoir d'achat. Bon, c'est le sujet principal des Français. Hein. Non, parce que le problème, c'est que quand tu es à droite, le monde s'imagine que tu vas tout de suite sortir immigration. Ouais, c'est ce que les gens croient, mais bon. Voilà, les gens y croient beaucoup à ça. Non, moi, le premier problème, c'est que je vais dire, c'est le pouvoir d'achat. Et le problème, c'est que moi, je prends la chose d'une manière totalement différente. Parce qu'il y en a beaucoup qui font la course au plus gros SMIC. Je sais pas si tu en as entendu parler, le coût des 2000 € de SMIC, les 1500, les 1700. On jurait, je sais pas si t'as pas connu ça. Il y avait une émission il y a un moment qui s'appelait la famille en or. Et où, oui, ça doit être ça, non? Non, je sais plus. Enfin, il y en avait un. Il y avait la roue de la fortune, il y avait la famille en or, il y avait tout un amas d'émissions le matin. Et il y en avait une dedans. C'était pas le matin, c'était à midi, enfin. Et où tu devais estimer le prix d'un produit. Alors, tu avais un produit, tu avais par exemple, moi, je sais pas, moi, une voiture ou autre chose, tu devais estimer le prix de la voiture, et c'était celui qu'on était le plus proche qui la gagnait. Là, c'est à peu près la même chose, en fait. Tu as un amas de politiciens qui va te faire un concours de celui qui va te proposer le plus gros SMIC et qui espère d'être élu sur cette base-là. Voilà. Et mon problème, c'est que moi, je vois pas ça de cette manière-là. Moi, je vais par exemple prendre le problème d'une manière différente. Est-ce que c'est normal qu'avec 1000 €, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à vivre en France? Voilà, moi, la question que je pose. Est-ce que c'est normal? Ben non, moi, ma conclusion, non, c'est pas logique. Parce qu'il y a une dérégulation totale des prix, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, le marché fait ce qu'il veut des prix, et c'est ça qui est anormal. Parce que moi, j'ai des formations en gestion et création d'entreprise. La comptabilité, je connais ça par cœur. Je sais parfaitement qu'aujourd'hui pour demain, si on fait un SMIC à 2000, tous les prix vont flamber partout. Pourquoi? Parce que le SMIC sera à 2000. Donc les prix vont s'aligner automatiquement. Les loyers vont s'aligner, tout va s'aligner dessus. Donc en fait, on n'aura jamais résolu le problème des Français. Et les Français seront toujours au même point. Avec 2000 €. Donc moi, la question, moi je la pose de manière intelligente et différemment.
est-ce que c'est normal qu'avec 1000 euros, on n'arrive pas à vivre en France? Ah, c'est ça qui m'intéresse, qu'on répond à ces questions-là. Quand je parle de pouvoir d'achat, c'est de ça que je parle en même temps. Est-ce que c'est normal en même temps en France qu'on trouve des loyers de maison à 800 euros? Est-ce que c'est normal un loyer à 800 euros? Voilà, moi les questions, je les pose ici. Est-ce que c'est logique qu'en France, on ne peut pas devenir propriétaire de sa maison? Est-ce que c'est normal qu'en France, on ait des problèmes? Comment on va expliquer ça? Quand on veut construire une maison, la première chose qu'on vous propose, c'est une villa en Italie. Que c'est logique. Des passoires thermiques, c'est des espaces beaucoup trop grands, des plafonds trop hauts. Les gens, ils font comment après pour payer les crédits? Ils peuvent pas. Donc, en fait, c'est tout un ensemble. Revoir et à poser au niveau des questions pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat n'est pas qu'un problème basé sur l'essence, c'est pas qu'un problème basé sur les denrées alimentaires, c'est un problème basé sur au moins plus de 12 critères différents. L'habitation, les assurances, l'essence, le déplacement, les énergies, c'est la totale. À l'heure actuelle, tu prends une voiture, assurance, essence, entretien, c'est énorme. Maison, assurance, entretien, énergie. Tu veux te soigner, mutuelle. Et c'est abominable qu'on fait le calcul. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. Donc le pouvoir d'achat reste bien le nerf de la guerre. Bon, après on a d'autres problèmes. L'immigration arrive en deuxième. Pourquoi elle arrive en deuxième? Parce qu'une fois de plus, ça tape dans le portefeuille des Français. Parce qu'il faut pas lorgner. Quand il y a une augmentation de TVA, une partie de la TVA et de tout le pognon que les Français donnent tous les jours part bien pour le financement de nourrir les migrants. Et voilà, par l'intermédiaire non seulement de la TVA, mais ce qu'on appelle les impôts indirects. Parce qu'on oublie beaucoup, mais en France, si mes souvenirs sont bons, il faudra vérifier, de toute façon c'est vérifiable, il y aurait environ 371 impôts et taxes indirectes. Et comment expliquer ça? On reproche à un RSA, un assisté ou un chômeur, ça dépend du terme qu'on va employer, de ne pas contribuer avec les impôts à la charge nationale, c'est archi faux. Archi faux. Tu vas prendre rien que le fait de acheter une bière, plus de la moitié du prix de la bière part en taxe au gouvernement. Et c'est pareil avec une bouteille à gaz. Tu vas acheter gentiment ta bouteille à gaz, t'es un RSA, tu vas aller acheter gentiment ta bouteille à gaz ou un chômeur, plus de la moitié du prix de ta bouteille à gaz part dans les poches de l'État. Donc, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le rang de la personne dans la société, rien que les flux migratoires à l'heure actuelle est financé par tout le monde. Exactement tout le monde. Même le SDF qui, avec la peu de pitance, parce que je vais employer le terme pitance, qu'on lui donne en argent pour aller acheter 2-3 petites affaires à manger au petit magasin du coin, finance ça. On se rend compte qu'en fait, que ça va du SDF, le plus pauvre en France, finance les idéologues de gauche, en fait. Ça s'appelle de l'idéologie de gauche, c'est ça. Et ne pas se rendre compte et aller dire que un SDF est un privilégié parce qu'il est blanc et habitant en France, alors que ce petit blanc, soit dit privilégié, qui est SDF et qui vit dans la rue, finance les idées migratoires de ces gens-là. Moi, personnellement, c'est ça mon gros problème, c'est le pouvoir d'achat en France. Je t'ai expliqué par quel bout je vois la chose. Et le deuxième point, c'est l'immigration, parce que l'immigration, c'est juste plus possible. Tu peux pas forcer le petit SDF du quartier financer ton idéologie, c'est pas possible. Au bout d'un moment, faut être réaliste et concret. Et eux sont ni réalistes, ni concrets, ni raisonnables. Bien sûr. Ensuite, est-ce que tu as une
Une éventuelle préférence pour les prochaines élections 2022? Là, à l'heure actuelle, il y a à droite, il y a 3 candidats qui se débarquent. Bien 3. On a Zemmour, qui n'a pas encore déclaré sa candidature, mais qui va pas loin de le faire. On a Marine Le Pen, qui est déjà candidate. Et on a éventuellement Xavier Bertrand, qui serait potentiellement candidat. Parce que pour l'instant, c'est pas encore fait. Hein. Les dés ne sont pas encore jetés dans son cas. Oui. Franchement, le candidat LR ne me plaît pas du tout. Qu'il soit. Que ce soit Éric Ciotti, que ce soit les autres, non. Clairement, chez LR, c'est vide. À la limite, Nicolas Sarkozy se serait représenté, même si c'est pas vraiment quelqu'un de très fiable. À la limite, ça aurait été Sarkozy, j'aurais dit oui, il avait peut-être un candidat potable chez LR. Ouais. Et c'est pas le cas. Il n'y a pas de Nicolas Sarkozy chez LR. Donc, je dis d'office, c'est pas la peine. Et Éric Ciotti est bien gentil, mais s'il veut jouer au clone de Zemmour, ça sert à rien. Ça ne va pas servir à grand chose, hein, personnellement. Donc, vraiment, je ne vais pas voter LR du tout. Toute sincérité, je ne prendrai pas la peine de voter LR. Après, qu'est-ce qui reste? C'est Zemmour et Marine Le Pen. Voilà. Donc je verrai bien lequel des deux qui va réussir à se démarquer pour les élections présidentielles. Mais comme je te l'ai dit à une question, je ne soutiens personne. Je vais juste voir le moment venu qui est capable de représenter correctement la France. Oui, bien sûr, oui. Donc là, en toute sincérité... pour le moment, personne et tu verras après. Voilà, je verrai après, mais je sais déjà d'avance comment ça va se passer. On va encore se servir de l'épouvantail nationalisme égale racisme égale antisémitisme, haine et compagnie pour forcer un vote de masse de moutons incapables de réfléchir par eux-mêmes. Que je suis désolée, hein, mais la majorité française, c'est de l'attentisme. C'est un cas qu'on a retrouvé pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on avait déjà les 3/4 de la population, 80%, qui étaient attentistes. Parce que le grand roman national que De Gaulle a fait à la fin de la guerre, c'était pour réunir le peuple français. C'était pas pour le dézinguer. Donc, quand il a fait ce grand roman national d'un peuple guerrier qui a lutté dans son ensemble contre le régime nazi, non, quoi. En réalité, il n'y a que 20% de la population qui a lutté contre le régime nazi. Le restant, c'était des moutons qui attendaient de voir qui allait gagner. Est-ce que c'était la France ou l'Allemagne? Ça, la réalité. Et on est encore dans la même problématique. Où on a des minorités ultra-violentes qui nous imposent leur idéologie. Où on a des minorités votantes qui nous imposent leur idéologie. Alors que la majorité, qu'est-ce qu'elle va faire? Juste parce qu'il y a une certaine conscience sacristique, sacrificielle, chrétienne, d'ancrée dans les mentalités, bon ben ça va être, ah ben non, mais faut voter bien, faut voter pour le bien, ça c'est méchant, c'est pas bien, donc va falloir y aller, faut aller voter correctement. Correctement va faire que ça va être encore des bouffons qui vont monter au pouvoir. Ouais, c'est pour ça que je me demande s'il ne nous faudrait pas un candidat de transition. Ouais. Et là, pour le moment, chez LR, un candidat de transition, on est mal barré, quoi. Parce qu'il nous faut un candidat, il faut être réaliste. Un candidat nationaliste d'un coup, on ne l'aura pas. On n'arrivera pas à l'avoir, c'est un miracle qui n'arrivera pas. Travailler les mentalités, faut trouver un candidat de droite, de transition capable de travailler suffisamment bien les mentalités et faire comprendre que le nationalisme, c'est pas tout ce qu'on imagine et c'est pas tout ce qu'on invente dessus, pour que après on arrive éventuellement à avoir un candidat réellement nationaliste qui va pouvoir remonter le cap totalement. Mais là, c'est pas gagné. Pas gagné. Là, je suis réaliste au niveau de l'échiquier politique. Il y a beaucoup de mouvements à droite qui n'arrivent pas, nationalistes, patriotes, à comprendre ça. Moi, je dis, avec le recul, c'est vrai que je suis une quarantenaire après, hein.
à 40 ans, on a appris à avoir le temps de prendre du recul et être patient et non pas vouloir foncer tête baissée. Et c'est normal que la jeunesse veut foncer parce qu'elle n'a pas envie de perdre de temps. C'est logique, c'est propre à la jeunesse, c'est normal. Mais quand on est quarantenaire comme moi et qu'on voit depuis combien d'années c'est en train de jouer de cette manière-là, tout comme comment Chirac a réussi à faire son second mandat, que Chirac il a fait un second mandat en hissant le drapeau du attention, mon Dieu, le racisme va monter au pouvoir, quelle horreur, faut voter correctement, au secours, j'ai besoin de vous. Bah, il a eu une élection à 80%. 80% des gens ont voté chez Chirac. À cette époque-là, j'étais témoin de ce qui s'est passé. Hein. J'étais jeune, mais j'ai vu ce qui s'est passé. Hein, c'est comme ça. Ça va recommencer encore. Cette fois-ci, ce sera pour Éric Zemmour, ce sera plus pour Jean-Marie Le Pen. Qu'on peut avoir un remake, hein, un remake style Marine Le Pen, Zemmour, Macron, et ça va finir en un remake de Jospin, Chirac, Jean-Marie Le Pen. Enfin, juste un remake. Bah, Marine Le Pen perdra, ce sera Zemmour qui va aller au deuxième tour avec Macron, et ça va finir oh mon Dieu, faut faire barrage au racisme, à la haine et compagnie, votez pour moi, Macron réélu 80% des voix. Beau remake. C'est ça. Enfin voilà, moi je vois un peu les choses comme ça, on va dire, le diagnostic que j'en donne, je vois à peu près ça, moi personnellement. Bon, on verra si Tom me donne tort ou pas. On verra bien ce que ça nous dira. Donc, on va aller sur la toute dernière question. Oui. Tu as bien dit que tu ne soutenais pas vraiment de candidat ni de personnage politique. Mais est-ce que tu soutiens certains mouvements ou organisations alors est-ce que tu en soutiens et à l'inverse, est-ce que tu en combats, si on peut dire? En soutenir, je ne dirais pas que j'en soutiens parce qu'on est pour des alliances. Je t'ai expliqué un peu quel est le travail du Conseil national. Oui, bien sûr, oui. Donc, tu sais que je suis un peu dans une unification d'alliances multiples et tout. Mais s'il y a bien une chose que je ne tolère pas, parce qu'au niveau tolérance, parce que quand on me dit ah oui mais de toute façon la droite c'est l'intolérance c'est tout, j'ai répondu non, il faut déjà regarder du côté de la gauche pour savoir qu'est-ce que c'est l'intolérance, pour pouvoir comprendre quelle intolérance. Personnellement, il y a 2 points que je ne tolère pas, c'est l'antisémitisme et le racisme à droite. Pourquoi? Parce que pour moi je considère que c'est des tares de gauche doivent rester à gauche et qui n'ont rien à foutre à droite. Est-ce que tu en as des précis en tête? En tête, il y a un mouvement que j'ai connu il y a 1 an à peu près. C'est le parti politique de la dissidence française. Dessus, j'ai voulu m'intégrer. Entrer dessus, ils avaient un serveur Discord, ils ont un micro-parti politique, je ne sais même plus quel est le nom de la personne qui est à leur tête. J'ai été dessus, et je me suis retrouvé à me faire dire, vocal, par une des membres, en tant que métisse, je vais apprendre à fermer ma gueule, et à rester en retrait, que c'était un problème et une gêne. Voilà, en fait j'étais française, mais que les Français avaient besoin d'avoir un vrai Français en face d'eux pour leur parler, non pas de la métissité. Donc, ce genre d'organisation, je peux pas être d'accord avec eux. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des gens tels que Jean Messia, moi et d'autres, on n'est pas, on va dire, des produits de la beauté de l'assimilation. On va pas aller faire du narcissisme. On va plutôt dire que nous, contrairement à d'autres, on a compris ce qu'était la France. On a compris notre identité, c'était la France, la nation et la communauté française.
On l'a aimée, on n'a pas cherché à la rejeter. Et nous, ce qu'on attend, c'est que l'autre en face fasse de même et réussisse à comprendre une chose fondamentale. On est un occidental et qu'on va vivre au Mali, il faut vivre en malien. Si tu vis pas en malien, mal vu, t'es de la merde. Une personne qui veut imposer son diktat là-haut. Et tu vas vivre au Japon, t'es français. Tu vis en japonais. Pas que tu vis en français. Non, t'es mal vu. Pour eux, t'es juste un étranger. Un étranger qui veut faire son trac chez eux. Mais ça marche pas. Quand t'es un Français qui veut aller vivre en Chine ou en Inde, tu te comportes comme un Chinois ou un Hindou. Tout ce qu'on veut, en tant que métissé, et d'autres d'origine étrangère, comme 100%, comme dans le cas de Jean Messia, tout ce qu'on désire, que nous, la gauche, tolère à l'étranger, on fasse ici aussi en France. C'est-à-dire que si un Japonais dit au Japon que tu dois vivre en japonais, le Japonais qui va venir vendre en France, mais doit vivre en français et non pas en japonais. L'hindou qui te dit que tu dois vivre en hindou ou en Inde, t'es français. Mais quand il arrive en France, il vit en français et non pas en hindou. Que la gauche tolère partout dans le monde et trouve normal, ça vienne en France aussi. Quand des gens tels que Jean-Luc Mélenchon dit Mali aux Maliens, a le droit de dire la France aux Français. Quand on répond non, l'immigration n'est pas une solution, il faut arrêter qu'on nous insulte plus de racistes. Pourquoi? C'est celui qui est immigrationniste qui l'est. À quel moment on a en tête les bonnes pensées pour la nation de la personne qui vient quand on dit oui, mais mon pays est supérieur au sien, il sera mieux chez moi que chez lui. C'est inférioriser ces pays-là. C'est de dire qu'ils sont incapables de donner du bonheur à leur population chez eux. On n'essaye même pas de résoudre leurs problèmes. On se fait de l'auto-narcissisme paramasturbatoire dégueulasse. Gauche, c'est l'autosatisfaction narcissique paramasturbatoire en permanence. Ah oui, mais mon pays en France, on est mieux. C'est normal, il faut faire venir les migrants, ils vivront mieux chez moi que chez eux. Quel manque de respect! Abominable! Dans ça, je réponds. Moi, je ne supporte pas le racisme, je ne supporte pas les antisémites. S'ils sont pas contents, les droitards à qui je dis ça, ils n'ont pas de place à droite. Il n'y a pas de place pour ça à droite. La place de ces gens-là, c'est pas à droite, c'est à gauche. Que c'est à gauche qu'on est hypocrite de cette manière-là. À gauche qu'il n'y a pas de cerveau. La droite du peuple, elle est pas raciste, elle est réaliste. Quand elle ne veut pas que l'étranger arrive en masse en France, parce qu'elle sait que ça va dégrader les conditions de travail et les acquis sociaux. Parce que tous ces gens-là non qualifiés qu'on fait venir à la pelleteuse, restent de la main-d'œuvre non qualifiée, qu'on leur donne des papiers ou pas. Si on les régularise ou pas, ça ne changera pas le fait qu'ils ne sont toujours pas qualifiés. Comme ils ne sont toujours pas qualifiés, et plus la demande de travail va augmenter, plus le pouvoir va tomber dans les mains du gros patronat. Le gros patronat, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va imposer ses conditions, il va dégrader les conditions de travail, il y a des acquis sociaux qui vont disparaître. Impossible de fourrer ça dans la tête de tout ce petit monde. Non, le racisme, le nazisme, le fascisme, tout, il y a de droite. Non, c'est pas à droite. Même le colonialisme n'était pas à droite. Tout était à gauche. Toujours avec leur chimère du « moi je suis supérieur, vous pouvez venir, chez moi vous serez mieux ». Une fois j'ai eu droit sur un serveur philosophique, un gauchiste qui a osé me dire que préfère un Français au chômage en France qu'un Chinois au chômage en Chine. Parce qu'ici, il est dédommagé, là-bas, il ne l'est pas. Violent. Très violent.
Et ça donne toute l'idée, toute la portée de l'idéologie de la gauche. Où elle est capable d'aller dans son raisonnement pour aliéner le peuple français, lui faire croire que non seulement il doit subir son idéologie, nourrir toute la misère du monde, mais basée sur du racisme puant. C'est du racisme puant qu'il y a à gauche. Quand je dis puant, c'est puant. Et c'est vraiment un purin décomposé. On s'en sert même pas pour faire pousser des légumes de ce purin-là. Pas possible. On peut pas faire pousser des légumes, on les fait crever. On les fait pas pousser avec ce purin-là. Parce qu'il est pourri. Et c'est ça que la gauche, en permanence, insulte et culpabilise la droite et nous envoie à droite le racisme. Parce qu'elle a tellement la conscience sale, elle est obligée de le faire. Moi, personnellement, je ne veux pas entendre parler de ça. Moi, les antisémites, les complotistes judaïques, franc-maçonniques et compagnie, non, je veux pas en entendre parler. Je veux pas entendre parler de tous ces gens-là. Merci beaucoup. Pour moi, ils ne sont pas et ne seront jamais de droite. Moi, ça c'est clair et net. Les gens sont pas contents quand je dis ça. J'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est pas à droite. Ces gens-là ne méritent pas une place à droite. Pour moi, c'est des gauchistes. Ils doivent retourner à gauche et nous foutre la paix. Nous, on a une nation, une communauté nationale à faire revivre. On a un pays et un projet. Ce projet, c'est en commun. Ça ne se fera pas avec des petits cons de ce genre. C'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai envie de dire, t'as même raison. T'as raison de voir les choses comme ça. Écoute, Yvette, c'était un plaisir de te recevoir. Je sais pas si t'as un mot de la fin à adresser à ceux qui nous écoutent. Au niveau du mot de la fin, oh oui, j'ai un mot, un petit message à faire passer. Vas-y, je t'en prie. Je sais qu'on peut vous dire et vous taper sur les oreilles du matin jusqu'au soir, que ce soit aussi bien à la radio, dans votre entourage. Nationalisme, patriotisme, la merde. La France, ça n'existe pas. La nation n'existe pas. Mais c'est oublier quelque chose de fondamental. Union, le projet commun. Quand on a un désir de communauté nationale, un désir d'union nationale, quand on a un projet, la nation, elle existe toujours. Pas une chimère. Pas juste une utopie. Pas un beau roman qu'on vous a écrit. C'est une réalité. À l'heure actuelle, vous avez la possibilité de changer ça. Comment? Les voter. Ah oui, vous allez me dire, le vote, ça sert à rien. Non, c'est faux. Il y a une vieille expression catholique qui dit que le plus grand pouvoir du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Vous savez quel était le plus grand pouvoir des politiques? De vous faire croire que voter ne servait à rien. Allez voter. Votez en masse. Choisissez. Je sais, vous allez me dire encore la peste ou le choléra, il y en a marre. C'est ça, ces responsabilités. C'est savoir choisir le moindre mal. Je sais, c'est vache. Vous aimeriez la solution idéale. Mais il n'existe pas la solution idéale. On ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. On n'a pas toujours les solutions qu'on aimerait. Et votez pour le moindre mal, pour ce qui est le mieux. Candidat de transition. Essayez d'aller sur du mieux. Qu'on avance. C'est une nécessité. Et sans doute, on n'arrivera pas à faire élire ni Marine Le Pen, et on n'arrivera peut-être pas à faire élire non plus Éric Zemmour. Oui,
Là, faut être réaliste. Réaliste. On aura le droit à la fameuse grande union nationale républicaine. Ce qui ne veut rien dire, le terme républicain. C'est juste un régime de gouvernance. Mettez-vous bien ça en tête. Républicain, ça ne veut rien dire. Mais ce qu'il faut, qu'on s'unit, choisit ensemble, en se coordonnant un candidat, qu'on va de l'avant. On a le choix de pouvoir le faire. On a la possibilité de pouvoir le faire et surtout le droit. Ce droit, vous l'aurez sur votre carte d'électeur. À vous d'y aller. Bougez-vous les fesses et allez voter. Parce que c'est ça votre arme de destruction massive. Et les politiques ont réussi à vous faire croire. Voter ne servait à rien. C'est l'heure de se réveiller, de bouger son cul, d'y aller. C'est que comme ça que ça changera. Sinon, ce sera toujours les minorités violentes qui choisiront pour vous que demain sera fait. Vous avez vraiment envie de ça? En permanence, c'est les minorités qui choisissent pour vous? Pas, non, mais au bout d'un moment, ça vous emmerde pas? Ah si, ça m'emmerde. C'est pour ça que je vais voter. Donc allez-y, bougez-vous. Il y en a encore temps. Et c'est un très beau message que tu fais passer et je te remercie d'avoir accepté justement cette interview qui ne peut être que bénéfique pour ceux qui nous écoutent et ne peuvent que leur redonner un petit peu d'espoir dans tout ça. J'espère que cette... Pour moi aussi, ça a été un plaisir aussi pour moi de toute façon de faire cette interview avec toi. Ça a été très agréable. Tu as été très gentil. On a vraiment eu des tuiles à plusieurs reprises. Ouais, mais c'est pas un souci. C'est les aléas. C'est pas grave. Mais de toute façon, nous, on continuera à travailler ensemble, Yvette, à travers le Conseil national notamment. Continuera à travailler comme ça. Après, je sais que nous, le Média Patriote, on va passer que par le Conseil national pour travailler avec les différentes organisations membres, je pense. J'irai pas directement avec la Ligue française. On pourra voir aussi pour travailler ensemble également au sein de la Ligue, au sein de la Comarchie. T'inquiète pas, il y aura toujours possibilité de bosser aussi là-bas. Bien sûr, mais bon, je pense que je passerai par le Conseil national, mais on verra bien comment ça évoluera. Mais en tout cas, je pense qu'on te retrouvera sur le Média Patriote en tout cas. Et ce sera avec grand plaisir. J'espère bien, en tout cas ça a été un plaisir. Merci. Allez, donc je souhaite à tous ceux qui nous écoutent une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment de la journée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures comme on dit et de l'information, des analyses, etc. Au revoir.